raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Quand tu auras tout raconté, tu brûles ta maison, ton appart, tu disparais quelque part et Félix Radu est mort dans un incendie. C'est terrible pour un enfant de 14 ans, enfin un adolescent. Bah, c'est pas si terrible puisque j'envisageais pas de mourir dans l'incendie, mais j'envisageais en tout cas de comprendre que la carrière artistique, en tout cas l'existence médiatique, est comme un livre et que les plus beaux livres sont ceux qui savent s'arrêter. Et j'en parle à ma maman, on regarde les prix et les prix sont pharaoniques. Ça se compte même pas sur les doigts d'une main. C'est une fortune. Et je renonce et je dis à ma mère c'est pas grave, on trouvera d'autres manières. Et 2 jours plus tard, ma mère me rappelle et me dit on va y aller. On va faire le festival d'Avignon. Et elle a hypothéqué la maison pour fou, pouvoir... ça, quand même. Ouais. Après, on partait du principe que ça allait aller. Mais ça aurait pas été, ça aurait été chiant. Bah forcément, en fait, c'est bouleversant d'avoir quelqu'un qui te dit j'ai besoin d'aide et qui se scarifie devant toi. T'as pas envie de voir ça. Et en même temps, tu peux pas rester silencieux à cet appel à l'aide, mais c'est pas ton travail. Donc au début, tu réponds. Quand c'est 1 ou 2, hey, ça va pas, courage, ça va le faire. Mais quand c'est 10 par jour, tu peux juste pas moralement les encaisser. Ou soit je repartais de zéro à Paris, en prenant le risque de potentiellement tout foirer. Et il n'y a pas eu un seul débat. On reprend tout à zéro et on recommence à Paris. D'ailleurs, Charles Aznavour, il a calé à 20 ans. Toutes ses chansons, elles disent ça. Quand j'avais 20 ans, où sont mes 20 ans? Et dans toutes les chansons, il a calé à cet âge-là et je pense que je suis un peu pareil que lui. À partir d'un certain degré de succès, d'un certain nombre de salles, en fait, les gens, ils te considèrent plus comme un individu, ils te considèrent comme un lieu public où soit ils viennent donner leur avis, soit ils viennent prendre un souvenir. Raconte la rencontre. Je suis content. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour. Bonjour Félix Radu, Salut, comment ça va? comment ça va? Bah moi je vais bien et toi, comment tu vas? C'est l'interview qui Bah écoute, on peut s'envoyer la balle comme ça longtemps, Oui, c'est c'est super. clair. Bah écoute, bienvenue sur Raconte, merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Voilà, on va faire un peu l'interview sous forme biographique. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots? C'est parti. Me décrire en quelques mots. Je m'appelle Félix Radu, j'ai 28 ans maintenant, j'habite Paris, je viens de Namur en Belgique, je suis auteur et comédien de formation et c'est la débrouillardise au quotidien, on fait un peu tout ce qui nous fait envie. Et qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce qui me fait envie? Là en ce moment, en fait l'album pour le moment c'est un peu secret donc j'ai pas le droit d'en parler. Ça sort en septembre. Ouais, ça sort en septembre, mais qui sait si on aura sorti le single pour de vrai. En ce moment... là, en ce moment, j'ai monté 2 spectacles. Il y avait le seul en scène Les Mots Symprose qui a joué pendant plusieurs années. Il y a eu la pièce Rosé Massimo, qui était une pièce à plusieurs comédiens, qui viennent de s'arrêter. Et là, en gros, il y a des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Des choses un petit peu secrètes dont j'ai pas le droit de parler, mais peut-être qu'un jour vous saurez. Et puis, je sais pas, ce sera... Si vous êtes des vrais, vous savez. Comme ça met une distance. Mais justement, à propos de savoir, on va peut-être recommencer du début. D'où tu as dit tu viens de Namur, comment tout ça a commencé? Je viens de Namur grâce à mon... Je viens de Namur parce que mes parents... Waouh. En gros, je viens de Namur, mais j'ai grandi à Gèves et puis à Ciney, qui sont des villes un peu à côté. Et puis mes parents se sont séparés, mon père est retourné vivre à Namur, et donc j'ai un peu renoué avec cette ville. Et je suis parti étudier à l'IATA. Et l'IATA, ça a été une grosse révélation pour moi, un gros rebond et regain d'énergie, parce que j'étais très malheureux à Ciney. J'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire, j'étais dans une école et dans une filière qui me correspondait pas du tout. Et mon père, en fait, en pensant me punir, m'a déplacé de ville et déplacé d'école, ce qui a fait automatiquement cesser le harcèlement, m'a mis dans une filière beaucoup plus adaptée pour moi, et j'ai d'un coup, en fait, repris goût à étudier, à créer, à aimer, à rencontrer, enfin... Et donc Namur a vraiment pris, dans ma vie en tout cas, un signe de bien-être, de cocon, de renouveau. Et j'y ai connu mes premiers potes, mes premières réussites, mes premiers 20 sur 20. Et voilà, enfin pour moi Namur c'est ma ville quoi. C'était dans quelle filière? Tu viens d'en parler. La filière dans laquelle ça Ça allait. s'est mal passé. Ah, en gros, quand on était à Ciney, mon père il voulait que je fasse latin. Parce qu'on était encore dans une époque où
où on considérait que les enfants qui faisaient latin étaient plus malins que les autres. Donc mon père voulait que je fasse latin, j'ai raté. Mes parents ont été convoqués, on lui a dit hey, ouais, on a convoqué mes parents pour leur dire écoutez, votre gamin il est pas très futé, peut-être ce serait bien de le mettre dans un truc plus à son image. Ils voulaient me mettre en menuiserie, donc déjà c'est pas très sympa pour les menuisiers qui sont. Enfin, moi j'en connais, ils sont très smart. Et on m'a descendu en dessin artistique. Là où, pareil, j'avais des intuitions, mais c'était pas non plus ma filière. Et quand on m'a déplacé à Namur, je suis rentré en architecture, parce que mon père, à nouveau, voulait que je fasse de l'art utile. Pareil, on a convoqué mes parents pour dire que j'étais pas assez malin. Et je me suis inscrit en SCRED, en français parlé, art de la parole et du théâtre. Et depuis, en fait, on a convoqué mes parents, mais pour l'inverse, pour leur dire que c'était vraiment... c'était cool, quoi. Ça a changé. Ça a changé, ouais. De faire convoquer mes parents pour leur dire écoutez, ça arrive rarement, mais votre gamin, il y a peut-être une carte à jouer dans le théâtre, il écrit très bien, il faut le pousser là-dedans, peut-être qu'il peut même aller à Paris. Et je remercierai jamais assez mes professeurs de l'avoir fait parce que on est rentré et mon père a décidé de me faire confiance sur ce terrain, ma mère aussi. Ils m'ont poussé à aller à Paris et aujourd'hui c'est ça qui fait que je mange, que je suis épanoui, heureux, et même que parfois mon travail touche des gens. Donc merci aux professeurs d'avoir l'écoute et la gentillesse de le faire quand ça va. C'est toute une question de rebond, en fait. D'adaptation, de rebond, Oui, de découverte de soi-même aussi, finalement. oui, De ses talents. c'est sûr. En fait, je pense qu'on est vachement intransigeant avec les enfants, alors qu'en réalité, quand tu es un gamin, il y a deux inconnus fondamentales. Il y a l'inconnu extérieur, c'est-à-dire le monde que tu connais pas, et il y a l'inconnu intérieur, c'est-à-dire que toi non plus tu te connais pas. Et c'est dur de demander à un enfant qu'est-ce que tu veux faire. Gros, qu'est-ce que je veux faire? D'abord, je vais réussir à survivre à ma cour de récréation, je veux avoir à manger le soir, je veux être heureux. Ce sont des réponses bêtes, mais donc il faut laisser le temps à l'enfant de se rencontrer lui-même, et bêtement, c'est en lui faisant vivre des expériences, quoi. Donc il y aura des erreurs, il y aura des ratés. Directement le mettre en latin, lui dire c'est ça que tu vas aimer, ça n'a aucun sens. Fais-le découvrir le latin, peut-être qu'il va kiffer, et puis s'il kiffe pas, fais-le bouger d'endroit. Amène-le au théâtre, amène-le au sport, à la piscine, que sais-je, mais il faut... Je pense que les gamins, ils ont un sac vide à remplir, et il faut absolument que tu leur donnes plein d'outils pour que derrière, ils fassent un peu leur compote, quoi, leur petit melting pot, Leurs expériences. leurs expériences, ouais. Faut remplir le sac et ils garderont ce qu'ils veulent garder. Mais c'est sûr que si tu leur donnes qu'une latte, C'était ton cas? ouais, au début, mon père, il voulait me donner une latte et un compas. Je savais pas quoi en foutre, alors j'en ai fait une épée et un truc pour... mais j'ai eu de la chance en vrai. J'ai eu de la chance parce que j'ai des parents qui étaient... Comment? J'ai eu des parents infiniment maladroits, mais des parents infiniment aimants. Et c'est ça qui permet d'excuser toutes les maladresses du monde, quoi, l'amour. Ils se sont trompés plein de fois, mes parents. Ils ont fait des choix totalement what the fuck. Malgré tout, ils ont réussi à être à l'écoute, vouloir comprendre, même si ça mettait du temps. Ils voulaient comprendre et me retrouver. Et on a réussi à mettre les radios sur la même fréquence. C'est vraiment comme si on était en pleine tempête et qu'on cherchait les fréquences. J'ai de la chance, j'ai des parents qui n'ont jamais lâché la radio, quoi. Puis moi non plus, du coup. Aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde et ça fait du bien. Et ça met aussi une petite lueur d'espoir pour tous les gamins ou tous les parents qui sont complètement décrochage avec leur famille. C'est normal, en fait, ça fait partie de la vie, hein, de pas être d'accord, de pas se comprendre, de pas parler la même langue. On vient pas de la même génération, on n'a pas été éduqués pareil. Certainement que les parents, ils ont des traumas de leurs parents qu'ils veulent pas reproduire. Certainement que les enfants, ils ont des rêves qu'ils osent pas partager. Enfin, c'est une guerre, quoi. Et c'est pas grave. La guerre, c'est grave que quand il y a des fusils, quoi. La rencontre avec le latin, finalement, on pourrait penser de prime abord que c'est quelque chose d'important pour l'auteur que tu es devenu. Et finalement, ça n'a pas matché du tout au début. Comment tu expliques? Euh, je pense qu'on fait une erreur. Euh, je pense qu'on fait une erreur en assimilant les littéraires avec la littérature ou la structure française, que peut être l'orthographe, la grammaire, l'histoire. Tout ça, évidemment, c'est ultra intéressant et c'est fondamental si on veut s'enrichir. Malgré tout, je pense que le fait d'écrire, c'est uniquement le fait de vouloir communiquer avec l'autre, d'aller à sa rencontre, de laisser une trace de son existence. Et plein d'auteurs aujourd'hui contemporains n'ont jamais lu un livre et ça fait pas pour autant d'eux de mauvais auteurs. Effectivement, je pense qu'ils gagneraient à découvrir davantage la culture dans laquelle ils ont grandi, mais
On peut être auteur sans jamais avoir lu, sans jamais avoir fait de latin, sans jamais réussir à faire un texte sans faute d'orthographe. C'est pas grave en fait. Moi je fais encore plein de fautes d'orthographe. Et je pense que la plupart des grands poètes qu'on a érigés comme héros de la littérature faisaient des fautes. Et même ont fait de leurs fautes des énormes particularités qui aujourd'hui font leur littérature. Quand tu regardes les phrases de Proust qui sont à rallonge, où il met des virgules dans tous les sens, peut-être que quand il avait 12 ans, on lui disait « Mec, une phrase, c'est sujet, complément, verbe, et tu mets un point. » Et réussir à s'imposer malgré ça, enfin, à imposer sa différence, sa vision du langage, c'est ça qui ensuite crée la règle. C'est pas l'inverse en fait, c'est pas la règle qui crée les littéraires, c'est les littéraires qui créent les règles. Et il faut pas oublier ça. Donc quand on a des gamins aujourd'hui qui disent bah moi j'aime pas, j'ai pas envie de lire ça, bah ok gros c'est normal, t'as pas envie de lire ça, peut-être que tu vas trouver un autre livre, ou peut-être que t'es là pour en écrire et pas pour en lire, enfin que sais-je, mais... Donc je trouve ça normal de pas kiffer le latin si tu kiffes pas le latin. Et à l'inverse même je pense qu'il y a aussi une erreur d'éducation dans la mesure où peut-être que le latin j'aurais pu l'aimer si on me l'avait transmis par la passion du latin et non pas par la structure du latin. Si j'avais pas eu une ou un prof chiant à mourir qui te dit retenez ça par cœur et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que la langue elle est, bah peut-être j'aurais pu kiffer. Si j'avais eu Monsieur Keating qui me dit ok maintenant on va aller voir une expo, me raconter les tragédies grecques et puis me raconter la mythologie romaine, tout ça en fait je pense que ça contribue à affamer les étudiants quoi. Avant de vouloir leur donner la béquée, enfin juste provoquer la faim. C'est Saint-Exupéry qui avait écrit ça et je trouve ça tellement vrai. Il a dit si tu veux construire un bateau, ne dis pas va chercher le bâton, ne dis pas va chercher la voile, donne aux gens le goût de l'océan. Et tout le secret de l'éducation est caché dans ces mots quoi. Faut donner le goût de l'océan aux enfants. Par exemple, j'étais très nul en français. Pareil, idée reçue, tout le monde pense que j'étais très très bon et très aimé en cours de français. Pas du tout, mes professeurs, je pense, me détestaient parce que j'ai des troubles de l'attention, je suis hyperactif, j'avais des potes à l'IATA avec qui on venait me faire des blagues. J'étais très mauvais en français, mais quand je rentrais chez moi, je passais des heures à lire, je passais des heures à écrire, à faire des poèmes. Et même longtemps dans ma vie, j'ai pensé que le français de l'école et le français que je faisais dans mon temps libre, c'était pas la même chose. Impossible que je passe mon temps à faire des cours de français, genre. Impossible. Je suis mauvais dedans, pourquoi je le ferais? Et quand j'ai grandi, que j'ai réalisé que c'était la même chose, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui ratait à me l'enseigner, je fais ah ouais, c'est ouf, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance que j'ai de rencontrer le français par un autre biais et de l'aimer sous un autre nom, quoi. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel, il faut, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail, raviver la flamme chez les gens et leur rappeler que c'est pas les matières sont pas les choses, l'école c'est pas la vie et l'école c'est pas censé être relou quoi. Au contraire, t'es censé être passionné par ce qu'on te raconte. Aujourd'hui, je suis abonné à plein de youtubeurs sciences, histoire, et quand ils te racontent les choses dans les décors, dans les anecdotes, dans les trucs croustillants, enfin tu te rends compte que la vie elle est faite et construite par des hommes et des femmes comme nous. Il n'y a pas de héros, quoi. Victor Hugo, c'était juste un vieux monsieur qui avait un petit peu la main légère sur la bière. Puis Baudelaire aussi, c'était un torturé du cul. Enfin, moi, ce qui m'aide à aimer la littérature, je monologue, hein. Ce qui m'aide à aimer la littérature, c'est que je me dis, la plupart des auteurs qu'on nous vend comme des hommes barbus dans des cadres en bois, c'était des gars de 20 ans, qui étaient à l'école et qui se faisaient chier, qui avaient des mauvaises notes, qui buvaient des coups avec leurs potes, qui écrivaient des vers dans leurs cahiers tachés avec des fautes d'orthographe et ils s'en foutaient. S'ils avaient eu des téléphones, ils auraient tapé sur leurs écrans. Enfin, ce sont des potes, quoi. Baudelaire, s'il avait vécu en 2023, ça aurait été un pote. Ça aurait été un gars chez qui on va traîner dans son 30 mètres carrés, on fume un pétard, on joue à FIFA. Enfin, c'est ça qu'il faut rappeler aux jeunes, quoi. Il n'y a pas des élus de la langue française, il n'y a pas des élus des mathématiques qui pensent qu'à ça, qui font que ça et qui sont chiants à mourir. Au contraire, Albert Einstein, gros, c'était un fou, quoi. C'était un mec avec beaucoup d'humour, qui était extrêmement futé, mais qui était là pour casser les codes et qui était complètement starbé. Je pense que ça aurait été un très bon copain. À quel moment la rencontre s'est faite? Avec Albert Einstein? Non, non, avec la littérature. Je pense qu'instinctivement, on apprend tous à former des lettres en même temps à l'école, mais j'ai continué de le faire dans mon temps libre parce que j'aimais raconter des histoires.
J'ai eu de la chance, ma mère me lisait des histoires pour me coucher et ça me plaisait beaucoup. Ça alimentait vachement mon imaginaire, donc j'ai eu envie d'écrire des histoires aussi. Donc la rencontre s'est faite comme ça, j'écrivais sans vraiment savoir ce que voulait dire écrire, sans vraiment savoir que c'était un métier. Je grattais dans mon petit cahier d'enfant, quoi. Et un jour, j'ai fait la rencontre de Victor Hugo par le biais d'un livre que ma mère m'a offert. Elle devait aller retirer des colis dans une boutique, et je pense que j'étais chiant ce jour-là. J'étais un peu chiant, et pour me calmer, elle m'a offert un livre au hasard, et c'était Victor Hugo, c'était Les Contemplations. Et je pense que ma mère s'attendait pas à ce que je sois aussi calme pour les 3 prochains mois. Et en fait, j'ai dévoré ce livre et j'y connaissais rien. Je comprenais R, je savais pas pourquoi ça rimait, je comprenais pas pourquoi, étrangement, ça avait l'air d'être les mêmes tailles de phrases. Je découvrais la poésie, quoi. Et il y a des thématiques que je comprenais pas, sur la mort de Léopoldine, sur son exil, mais ça a provoqué en moi une sorte de trucs dans le ventre qui faisait que je retenais par cœur certains poèmes. Et quand je suis arrivé à l'IATA, je connaissais une vingtaine de poèmes par cœur de Victor Hugo, juste parce que ça sonnait bien. Et bah, en fait, c'est l'ADN de notre travail, quoi. Tu sais quand ça sonne bien et tu sais quand ça sonne pas, c'est une oreille. C'est pareil en musique. Il y a des choses, elles sonnent. Et Victor Hugo, ça sonnait. Donc j'ai retenu tous les poèmes qui sonnaient le plus. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait la rencontre. Et puis quand je suis arrivé à l'IATA, du coup, j'écrivais des choses, donc on m'a demandé de jouer des trucs. J'ai amené mon cahier de poèmes. J'ai dit à ma professeure, voilà, je l'ai jamais dit à personne, mais j'écris un peu. Et j'aimerais bien jouer un de mes textes. Et elle a eu la gentillesse d'être très douce avec moi, parce que je relis aujourd'hui ce que j'ai écrit, c'était mauvais. Mon Dieu, c'était pas bien. Tu faisais un peu en secret à l'époque, ton Je écriture. tenais un blog quand j'avais 12-13 ans. Je tenais un blog où je postais mes textes. Et j'ai ma maman qui me valorisait un peu, qui me disait c'est bien, continue, même si, bon, c'était pas fou. Les encouragements d'une mère. Ouais, c'est ça, c'est les encouragements d'une maman. Ça a aucune grande valeur outre la maison, quoi. Mais malgré tout, ça a suffi à ce que je continue d'écrire. Et quand je suis arrivé à l'école, c'était pas un secret, mais j'avais jamais eu le courage d'assumer ça devant une autorité quelconque. Là, c'était un professeur, d'arriver avec un cahier et de dire je veux le jouer. Ça veut dire non seulement je l'ai écrit, mais en plus je vais devoir l'interpréter face à des gens, donc j'étais comme ça, et c'est pas une métaphore. La première fois que j'ai joué, j'avais les mains qui tremblaient. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un cadre scolaire ultra bienveillant où les élèves venaient « Oh, mais je savais pas que t'écrivais, c'est trop beau. Oh, tu pourrais écrire ma scène de théâtre pour le prochain examen. » Et les professeurs, ils m'ont mis une très bonne note. « Continue, c'est super. » Et en fait, tout ça a contribué à ce que je prenne confiance, que j'écrive de plus en plus, parce que ça devenait tout d'un coup une sorte d'arme sociale pour se faire apprécier. Et C'était pas apprécié à l'époque? bah, je pense que quand on subit des violences et du harcèlement scolaire, peu importe où on va ensuite, encore aujourd'hui, on part du principe qu'on est détestable et qu'on doit des choses aux gens pour être aimé. Et en arrivant à l'IATA, même si c'était un terrain neutre et que les gens étaient tout à fait sympathiques, je partais du postulat Calimero, que j'étais pas aimé, que je faisais quelque chose de travers, que je faisais tache d'huile. Et ça a fait du bien du coup d'avoir l'écriture qui d'un coup devient un lieu où t'es apprécié et où t'es appréciable. Surtout que durant toute la phase de harcèlement, moi j'écrivais déjà, j'avais mon blog, et c'est sur mon blog que je recevais la plupart des compliments. Et comme j'étais très timide à l'époque et que j'avais pratiquement aucun pote quand je vivais à Ciné, la totalité de mes relations humaines c'était des correspondances. J'étais amoureux de filles qui habitaient Bordeaux, qui habitaient Paris, qui habitaient dans d'autres villes de Belgique. Et donc l'entièreté de mes relations sociales c'était une boîte mail et une boîte Skyrock, quoi. Et c'est même peut-être comme ça, au final, que j'ai appris à écrire. C'est-à-dire que j'écrivais des lettres pratiquement tous les jours. Et puis, évidemment, des lettres enflammées où je disais « tu me manques qu'est-ce que j'aime te lire je t'imagine quelquefois ». Enfin, Alors que vous étiez jamais rencontrés. non, jamais. Puis on était à l'époque où les webcams, elles étaient en, elles étaient en image par image. Ça va, on était pixelisés, quoi. C'était rare d'avoir une webcam, donc... Puis même peut-être... Enfin, d'ailleurs, ça me fait penser que... Anecdote plus tard, mais... Donc ouais, la plupart de mes contacts avec les filles, c'était des rapports épistolaires. Et quand j'avais 15 ans, j'avais la conviction que j'étais appréciable que de loin. Enfin, que l'individu que j'étais était pas aimable, puisque de toute évidence, je ratais toutes mes relations humaines de visu. Mais dès lors que je prenais le temps d'écrire, j'arrivais à parfaire mon défaut, à être un surhomme, à être un mieux,
C'était ton super pouvoir. C'était mon super pouvoir, c'était mon surmoi. Mhm. Félix était détestable et Félix l'auteur était appréciable. Et donc j'ai beaucoup misé sur mon écriture. J'ai créé presque un avatar, quoi. J'étais moi, mais avec comme 1000 vies, 1000 réflexions qui permettent de continuellement dire la bonne chose, d'avoir le bon trait d'humour, de jamais dire trop. Enfin, la vie, c'est Kundera qui dit ça, mais la vie est compliquée parce qu'on sait jamais quelle est la bonne décision. Tout est vécu tout de suite. Quand quelqu'un t'adresse la parole, tu t'es obligé de répondre. Tu peux pas juste dire attends, je vais réfléchir. Alors que l'écriture, au contraire, tu peux écrire, te relire, te dire ah, putain, peut-être que là j'ai exagéré, peut-être que là, faut que j'en rajoute. Et tout ça devient une science d'alchimiste. Donc j'ai beaucoup aimé l'écriture parce qu'elle a été à un endroit une manière de me parfaire, de me substituer à moi-même, d'être quelqu'un de mieux que ce que j'étais alors. Et encore aujourd'hui, sûrement, quand je vois les retours que peuvent provoquer mon travail, l'amour que ça peut provoquer, je suis là, en fait, vous aimez quelqu'un d'autre, je suis clairement pas à la hauteur de ce que vous appréciez. Il y a des gens, ils pensent que j'ai lu 1000 livres, ils pensent que j'écris tous les jours, ils pensent que je suis le romantique idéal. Et c'est pas le cas? Bah j'aimerais, j'essaye tous les jours, l'important c'est d'être plus haut que ce qu'on était hier, mais je reste un individu comme tout le monde. J'ai mes phases où j'ai pas envie d'écrire, où je suis idiot, des phases où je suis bête, il y a des moments où je dis des choses connes, où je me trompe, et des moments où j'ai pas le bon trait d'esprit, où je parle trop fort, où je suis à côté de la plaque. Et ça, en fait, c'est difficile non seulement de se le pardonner, mais de faire en sorte que les autres te le pardonnent quand ils s'imaginent que t'es... Donc c'est chouette en même temps, parce que ça, c'est comme une locomotive, tu sais, d'avoir créé une sorte Le d'attente. challenge. Ouais, t'es là, je veux être ça, je veux correspondre à cet homme idéal. C'est une locomotive, mais en même temps, ça mène au burn-out, parce que tu peux pas tous les jours être intelligent. Il y a forcément des moments où t'es con, quoi. Tu es en recherche de ça, en fait, d'amélioration permanente de ton Oui, travail, de ta personne. oui. Ces deux choses qui sont parallèles, comment tu vois ça hein, concrètement? Bah, il y a l'éternel débat de est-ce que l'homme naît bon ou est-ce que l'homme naît mauvais. Et est-ce que l'homme naît bon et la société le corrompt, ou est-ce que l'homme naît mauvais et la société au contraire le tire vers le haut. Et je sais pas encore dans quelle école je suis, mais Une dualité. ouais, il y a une sorte de combat, mais je pense en tout cas que euh, on est à un endroit et notre devoir en tant qu'être humain, c'est de plus y être demain. C'est de se grandir continuellement, d'apprendre, euh, de s'assagir, dans le beau sens du terme, pas devenir sage comme un enfant à qui on dit arrête de parler et range-toi, mais s'assagir dans prendre de l'expérience et mieux comprendre les événements nouveaux qui peuvent arriver, y faire écho avec ce que tu as déjà vécu et mieux agir avec les prochaines rencontres. Enfin, et j'espère ça, je mise beaucoup là-dessus. Je donne toujours le meilleur de moi-même et toute expérience est bonne à prendre. Et demain, je serai encore mieux. Je ferai moins d'erreurs, j'espère. Après, bon, arrivent les mémoires d'Adrien, de Yourcenar, avec la trahison du corps. Et je vois beaucoup de vieilles personnes dans mon entourage, dans ma famille ou dans mes amis qui se trahissent. Et ça, c'est une de mes... Parce qu'on est obligé, en fait, quand on veut se grandir, de se faire confiance. On est obligé de se dire, ok, tout ça, je le mets dans mon disque dur et je ferai confiance à ma réflexion sur cette situation. Mais le jour où ton corps va te trahir, où ton radar, il va plus totalement indiquer le nord, bah, tu vas devenir un vieux nul. J'ai pas envie de devenir un vieux nul. Et je pense que tout le talent de la vie, c'est de réussir à définir quand est-ce que, quand est-ce que le vent tourne. Le point de rupture. Le point de rupture où tu peux plus te faire confiance, en tout cas plus totalement, et t'es obligé d'être très bien entouré, quoi. Même pour ta carrière, enfin. Un jour, tu seras plus dans le coup, et c'est ok, c'est normal. C'est quelque chose qui te fait peur? Ouais, bien sûr, tout le monde, je pense. Tout le monde est terrorisé par ça. C'est Brel qui disait mourir ce n'est rien, mais vieillir. J'ai peur de vieillir, ouais. J'ai peur de me faire honte. Parce que là, tout le projet de ma vie, c'est de, comme on se le disait, c'est de se grandir et de faire mieux. Et si le jour où tu te lèves le matin et ce que t'as fait, c'est juste retirer une brique, bah arrête de toucher alors. Et comment est-ce qu'on arrête de toucher? Soit on quitte l'équation, soit on meurt, soit on s'arrête, on va aux Maldives, on va aux Marquises. Je sais pas. C'est une chose que tu envisagerais un jour? Oui, Te oui, retirer? oui.
Oui, totalement. Je me retirerai de moi-même. Quand je sentirais que j'aurais rien à raconter, je me retirerai. D'ailleurs, je le fais déjà par des micro-coupures aujourd'hui. Je suis plutôt de l'école de quand j'ai rien à dire, je me tais. Et je parlerai quand j'aurai des choses à raconter. Et le succès se chargera du bruit. Enfin, ça sert à rien de alimenter continuellement un contenu vide pour exister devant des gens. Moi, si j'apparais dans la vie des gens, c'est uniquement pour leur apporter quelque chose. Donc je le fais déjà de me retirer. Mais le jour où vraiment j'estimerai, où les gens que j'aime estimeront qu'il est temps d'arrêter, de céder la place, je la céderai très volontiers. euh, que ce soit par la mort ou par le départ. Enfin. Mais déjà gamin, hein, je le pensais. Je me rappelle que quand j'avais 13-14 ans, je prévoyais de faussement mourir dans un incendie. Je m'étais dit, quand tu auras tout raconté, tu brûles ta maison, ton appart, tu disparais quelque part et Félix Radu est mort dans un incendie. C'est terrible pour un enfant de 14 ans, enfin un adolescent. Bah, c'est pas si terrible puisque j'envisageais pas de mourir dans l'incendie, mais j'envisageais en tout cas de comprendre que la carrière artistique, en tout cas l'existence médiatique, est comme un livre et que les plus beaux livres sont ceux qui savent s'arrêter. Aucune envie des épilogues qui durent 100 ans et qui se font honte. Aucune envie qu'on se souvienne de moi comme d'un vieux. Enfin, avec tout le respect, tout l'amour que j'ai pour Renaud. Par exemple, je trouve que Renaud, il aurait dû laisser sa légende parler pour lui, quoi. Aujourd'hui, ressortir des titres, bah, c'est beau, parce que quelque part, la musique fait partie de sa vie, mais je trouve que ça retire des briques à la légende. C'est dommage, enfin, je trouve ça inadmissible que des jeunes qui connaissent rien à son parcours le trouvent fun et se moquent. Quand on a fait ce qu'a fait ce gars, genre, on peut pas juste considérer que c'est un vieux gars qui tient pas debout. Genre. Et c'est ça que j'ai peur. J'ai peur qu'un jour, mon souvenir, la seule chose qui reste, c'est le vieux qui parle sur France Inter et qui est les jeunesses et les plus que. Ah non, jamais. Jamais. On se rangera toujours du côté des nouveaux, quoi. On fait rentrer les nouveaux et on s'en va. Donc on est dans cette note un peu plus sombre, on va dire ça comme ça. Si tu meurs, Oui. ça serait quoi ton dernier mot ou tes derniers mots? Euh... Avant de mourir, bien évidemment. Ouais. Ouais, bah j'ai comme l'impression que souvent la mort elle frappe quand tu veux pas, donc mon dernier mot ce sera sûrement un truc nul comme passe-moi le verre d'eau ou quelle heure il est. Malheureusement quoi. Puis j'ai comme l'impression au final que quand les derniers mots arrivent, ils ont plus l'importance qu'ils avaient quand c'était les premiers. Donc aujourd'hui ça a de la valeur, on se dit ouais moi mes derniers mots, mais je pense que sur le lit, tu te dis pas quels seront mes derniers mots, tu te diras plutôt quels ont été les premiers. Quels seront ceux qui restent. Et j'espère avoir suffisamment écrit pour que mes derniers mots soient ceux qu'on lit. Ça serait une note très romanesque. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien que... Ouais, je pense que je me tairai. Mes derniers mots, ce sera un silence. Ce sera une grève. Je parlerai pas. Je me dirai, dis rien gros. C'est comme une symphonie là. T'as tout bien fait, franchement. Tais-toi. Faut mourir en silence. Faut laisser ouais, c'est ça, faut mourir en silence. Faut laisser la jeunesse faire le bruit, quoi. Mes derniers mots, ce seront les jeunes que j'aurai poussés qui parleront pour moi. J'espère. J'aimerais bien être ça. Un transmetteur, un truc. Un mentor. Ouais, peut-être pas un mentor, parce que ça voudrait dire que je me range en coach et que du coup je suis au-dessus d'une quelconque forme de jeunesse. Mon but, c'est pas de former, parce que c'est la vie qui forme. Mais j'espère en tout cas avoir fait un trou, avoir fait une place, avoir ouvert des portes et faire c'est par là. Let's go, go, go! Et que on puisse aider des jeunes à aller plus vite que moi, parce que moi j'ai beaucoup galéré, je viens de la campagne, je viens de Belgique, j'étais parent technicien et comptable, il y a des portes, elles étaient fermées, et j'ai eu de la chance, certains m'ont ouvert, d'autres j'ai dû les défoncer, mais De quelle manière elles étaient fermées, ces portes? bah, d'abord t'as pas les contacts, donc tu sais même pas Le qu'il y a des réseau, portes. quoi. Ouais. D'abord il faut savoir qu'il y a des portes, il faut les trouver, rien que ça c'est difficile, puis elles sont fermées parce que, bah, euh, comme on se l'a dit tout à l'heure, je sais pas, tu veux faire une pièce, bah les producteurs ils vont miser de l'argent sur quelqu'un qu'ils connaissent ou qui est connu, quelqu'un qui a déjà écrit. C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Puis film, c'est pareil, les producteurs, ils vont pas produire un inconnu qui vient de fin fond de la campagne, ils vont produire un prodige, quelqu'un qui a déjà fait 5 films. Euh, Pareil, si tu veux jouer dans les cafés-théâtres au tout début, bah, ils vont embaucher les copains de copains, les gens qui ont déjà fait leurs preuves, qu'ils ont vu en concours. Donc faut démarrer petit, il faut démarrer pas à pas, il faut monter l'échelle. Et à quel moment tu as démarré cette échelle? Et comment? Bah, je jouais mes textes à l'école, ce qui est déjà une École première... secondaire, hein. Ouais, école secondaire, je jouais mes textes à l'examen, donc c'est déjà une forme de premier pas, en tout cas un pas d'entrée. Puis mes amis m'ont dit, tu sais qu'il existe en dehors de l'école des concours d'humour, et ça peut être ultra accessible, il suffit de s'inscrire. Donc j'ai mis de côté ma poésie, j'ai pris quelques poèmes que j'ai transformés en sketch, et je suis parti faire des concours d'humour, parce que à l'époque c'était ce que j'envisageais comme la seule porte d'entrée à une quelconque forme de scène. Et il s'avère que bah, les concours, je les ai réussis, du moins suffisamment que pour créer un spectacle, et je me suis retrouvé projeté dans le milieu de l'humour. J'ai commencé à monter un seul en scène, à faire plein de concours d'humour, plein de festivals d'humour, et d'un coup on m'a dit « Ah, t'es humoriste !» Alors que moi, au final, j'étais pas humoriste, j'étais juste un gamin qui écrivait des trucs, et qui voulait les jouer, et j'ai vu qu'il y avait une porte d'entrée dans l'humour, bah, je suis devenu drôle. D'où le fait de défoncer la porte. Oui, là pour le coup, je l'ai pas vraiment défoncé, mais en tout cas, je les ai prises une par une, et j'ai joué le jeu de chacune. Toutes les marches, je les ai prises vraiment. J'ai connu les salles vides, j'ai connu les salles à peu près pleines, j'ai connu les restaurants où on paye pas, les festivals où tu joues dehors, où on t'entend pas, j'ai connu les endroits où on te jette des bières dessus. Enfin, j'ai vraiment, j'ai assumé chaque étape de ce long périple que va être une carrière. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai des salles pleines, des jolies scènes, théâtre à l'italienne, enfin, j'en mesure toute la chance, tout le bonheur que c'est d'avoir des gens qui t'attendent et pour avoir un mot. Moi, ça m'est arrivé pendant 4 5 ans à Paris de jouer et il y a 4 personnes dans ta salle et quand tu sors, il y a personne qui t'attend. Normal, ils ont passé un mauvais moment. Toi aussi. Mais, c'est faire l'humour et faire l'amour, ça ressemble. Et c'est un peu la même chose, faire l'humour avec quelqu'un et que cette personne ne prenne pas le temps de te faire un bisou à la fin. Tu te sens drôlement seul dans ton lit. Raconte la forme avec le fond. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as déménagé ici à Paris, où on enregistre cet épisode actuellement? Je pense que j'avais le fantasme, comme tous les jeunes de campagne, de Paris. Je rêvais de tomber amoureux d'une Parisienne. Je rêvais de rencontrer Alfred de Musset dans un café. D'écrire de la grande littérature dans les mêmes bars où ont été écrits les grands livres que j'aimais. Je rêvais de la Tour Eiffel, du vertige de la grande aventure. La Belgique, du moins comme moi je l'ai perçue, c'était comme comme une maison de maman. Il y avait quelque chose de très confortable. Je voyais déjà ma vie se dessiner devant moi. J'allais vivre et mourir là où j'ai grandi. J'allais créer des petites pièces pour des petites écoles dans des petits villages. Et ça aurait été super, hein. Mais je rêvais un peu d'aller me casser les dents quelque part. Un peu, tu sais, Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Je reviendrai bientôt. C'est un peu ça. Donc voilà pourquoi je suis parti à Paris. Mes professeurs, à l'époque, avaient convoqué mes parents pour leur dire il y a quelque chose à jouer, peut-être on pourrait envisager Paris. Et ce serait formidable pour nous, professeurs, d'avoir un de nos élèves qui part conquérir la capitale. Et j'avais des étoiles plein les yeux, je rêvais de venir ici. Puis en plus, il y a une école qui fait très bien sa publicité qui s'appelle les Cours Florent. Et au Cours Florent, il y a la classe libre. Donc non seulement les Cours Florent, c'était à Paris, et en plus, il y avait une classe dans cette école qui n'était accessible que pour certains élèves par examen d'entrée. Et je me suis dit, ce serait ouf. Ce serait ouf d'arriver à Paris et d'être reçu en classe libre, genre. Donc j'ai essayé les examens et j'ai eu l'honneur d'être sélectionné. Donc il a fallu faire sa valise. J'avais le choix à l'époque parce que je faisais beaucoup de concours, j'avais déjà mon seul en scène qui commençait à tourner en Belgique. Et il a fallu prendre la décision, soit je restais en Belgique et je continuais à alimenter ce petit bout de succès qui commençait à démarrer, puisque l'air de rien, je commençais à être contacté par certains médias, ou soit je repartais de zéro à Paris, en prenant le risque de potentiellement tout foirer. Et il n'y a pas eu un seul débat. On reprend tout à zéro et on recommence à Paris. Donc on est parti vivre ici, je vivais pas là, hein. Je vivais dans un 12 mètres carrés, avec des cafards,
Je pleurais tous les soirs. J'avais une sorte de lit mezzanine, ce qui m'a sauvé parce que j'avais l'impression que les cafards pouvaient pas monter jusque-là. Mais par contre, dès que tu posais des verres, des tasses, l'angoisse. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, de stress à cette époque. Puis en plus, les cours Florent, ça se passait moyennement. Parce qu'il y a un gros décalage Paris-Belge qu'il faut un petit peu travailler. Et puis je jouais, comme je te l'ai dit, dans un tout petit théâtre de 12 places où je faisais 2-3 spectateurs par soir. Donc c'était le dur, c'était le dur. Et puis bon, bah, la vie fait le travail, un jour on rencontre des gens, et puis ça grandit, ça grandit. Et j'emploie souvent cette métaphore, mais je la trouve vraiment très parlante, c'est que, comme je le disais, pour moi, la Belgique c'est un peu comme une maman, et Paris c'est un peu comme une sorte d'amante. C'est-à-dire que elle veut pas toujours de toi, parfois elle est même très dure, mais le jour où elle t'invite à dormir avec elle, mon Dieu, tu te sens le roi du monde, quoi. Et c'est un peu ça, Paris. Il y a des soirs où t'es tout seul dans ton appart, tu regardes par la vitre et t'as un grand élan de solitude, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Parmi tous ces gens qui rêvent de la même chose, tu te sens drôlement seul. Et puis, je sais pas, il y a des soirs, t'as signé un contrat, t'as réussi à remplir ta salle, t'as reçu un mot d'amour, j'en sais rien, et t'es là, mon Dieu, je suis le roi du monde. C'est ici la vraie vie, quoi. C'est là qu'on fait les vraies choses. J'ai déjà vécu des soirées dans des cafés avec des amis comédiens, des amis auteurs, et ils te parlent de leur projet. Ah, j'ai monté ce spectacle à tel théâtre. Ah ben moi, j'ai sorti ce livre dans telle maison d'édition. Et tu te dis, en fait, c'est ça, quoi. Enfin, on est dedans, là. On est dans l'histoire avec un grand H. On est dans... Peut-être, dans 40 ans, il y a un gars, il relira le livre de trucs et se dira, ah ouais, il a écrit dans ce café, et il y avait lui, il y avait lui. Enfin, je rêverais de rencontrer Alfred de Musset. Il est mort. Et j'ai la chance de rencontrer, je sais pas, Paul Laughton, de rencontrer Sarah Denis. Et c'est des gens qui, je pense, un jour marqueront l'histoire, je leur souhaite. Donc beaucoup de chance. C'est un peu la bohème de Charles Aznavour, version Exactement. 2020, ce que tu nous Exactement. dis là. La bohème de Charles Aznavour, elle a pas d'âge. Et d'ailleurs, Charles Aznavour, il a calé à 20 ans. Hein. Toutes ses chansons, elles disent ça. Quand j'avais 20 ans, où sont mes 20 ans? Et dans toutes les chansons, il a calé à cet âge-là. Et je pense que je suis un peu pareil que lui. Tu J'ai as calé... encore 20 ans. Ouais, j'ai 28 là, commence à Ça s'éloigner, diminue, mais... ouais. Mais j'ai calé à cet âge-là aussi, et pareil, Aznavour, je pense qu'à 20 ans, ça devait être un vrai frérot, quoi. Ça serait ça... Qu'est-ce que je paierais pour rencontrer mes auteurs favoris à 20 ans? Eh bien, tu enchaînes directement sur une question qu'on avait préparée. Avec qui tu voudrais boire un verre d'un auteur qui n'est malheureusement plus parmi nous? Je rêverais de boire un verre avec George Sand. Je rêverais de rencontrer George Sand. Parce que d'abord, j'ai découvert sa littérature tard, et que je la trouve très bien. Trop modeste pour ce que c'est. Je trouve que trop peu de gens font état de cette littérature. Alors que dans l'époque où ça s'inscrit, c'est un miracle qu'elle ait réussi à taper des textes, à les faire exister, à trouver son créneau. Et puis aussi, George Sand, ça a été l'amante de la plupart de mes artistes favoris. Et comme je passe mon temps à raconter les femmes que j'aime dans mes textes, je me dis qu'au final, ce que j'aime dans la littérature et dans la musique des gens que j'apprécie, c'est juste George Sand en fait. Peut-être que Chopin, ce qu'il fait, c'est qu'il fait que raconter George Sand dans certaines de ses compos. Peut-être qu'Alfred de Musset, il faisait que raconter George Sand. Et j'adorerais boire un verre avec cette femme. Pour comprendre le mystère que c'est, l'aura qu'elle avait, l'élégance, le charme, que sais-je. Je veux en tomber amoureux, quoi. Je veux la rencontrer. J'en suis déjà un peu amoureux au final, mais... Il y a trop de respect à mettre sur ce nom, quoi. Puis il y a plein d'autrices. Parce qu'au début, genre, évidemment, comme n'importe qui, j'avais envie de raconter tous mes artistes préférés. Brel, évidemment, Victor Hugo, j'en sais rien, Tchekhov. Mais je réalise qu'il y a beaucoup d'autrices et de compositrices que moi j'ai découvert tard. Et quand tu découvres leur parcours, pas seulement leur littérature, mais la manière dont elles ont réussi à mener leur barque dans ce monde peuplé de préjugés, tu te dis que finalement, peut-être, les meilleures bières, elles sont à prendre avec elles, plus qu'avec les gars. Elles ont certainement beaucoup plus d'anecdotes à raconter. Elles ont certainement beaucoup plus de force de caractère et d'envie et de flamme à transmettre. Il y a beaucoup d'artistes que j'aimerais rencontrer.
En parlant de femmes, justement, je crois savoir qu'une des plus importantes pour toi, c'est ta maman. Si Momo. Justement, parce qu'elle t'a encouragé de manière immense à poursuivre ta carrière au tout début, quand tu étais ado. Et on peut dire que assez peu de parents font ça finalement, parce que c'est prendre un risque, y compris parfois financier. Et ça a été ton cas. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais. Ma mère a pas toujours été enjouée à l'idée que je fasse du théâtre, mais elle a eu la gentillesse de pas mettre de bâton. Comme mon père qui lui a mis des bâtons dans les roues pour que ça s'arrête. Ma mère, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit non de Dieu, qu'est-ce qu'on va pas faire? Mais elle a laissé faire le truc. Et puis, au fur et à mesure, très rapidement, ma mère, elle s'est prêtée au jeu et elle a continué d'alimenter. Euh, Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma maman parce Elle était un que, peu ta productrice à un moment, ouais, hein. ouais, c'est quand le spectacle a été écrit, que les concours d'humour se faisaient, ma maman, elle venait pratiquement à chaque représentation. Et puis en fait, très vite, j'ai eu besoin d'avoir un cadre, quelqu'un qui surveille les contrats qu'on me propose, qui m'amène à des lieux, qui surveille qu'on n'est pas en train de m'entuber. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, surtout de la comptabilité. Et ça tombait bien, c'était le travail de ma mère. Et ma mère, très rapidement, a créé une structure, une boîte de production, où elle s'est nommée productrice, et pour me protéger légalement. Ce qui incombait beaucoup de responsabilités qu'elle a assumées sans jamais, même pas encore aujourd'hui, sans jamais me le peser. Elle a fait des choses dans le silence, que je mesurais même pas à l'époque, et qu'aujourd'hui, maintenant que je suis mon propre producteur en France, je réalise. Et oui, à l'époque, quand je m'étais installé à Paris, donc je jouais à la Petite Loge, qui est une salle de 12 places, et un gars vient me voir à la fin d'une représentation et me dit Félix, si un jour tu veux réussir dans ce métier, il faudrait que tu fasses le Festival d'Avignon, parce que c'est là que les producteurs vont, c'est là que les chances se donnent, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est un peu un loto, quoi. Peut-être quelqu'un te verra. Et j'en parle à ma maman, on regarde les prix, et les prix sont pharaoniques. Ça se compte même pas sur les doigts d'une main. C'est une fortune. Et je renonce, et je dis à ma mère, c'est pas grave, on trouvera d'autres manières. Et 2 jours plus tard, ma mère me rappelle et me dit, on va y aller. On va faire le festival d'Avignon. Et elle a hypothéqué la maison C'est pour fou ça quand pouvoir... même. Ouais, ouais. Après, on partait du principe que ça allait aller. Mais ça aurait pas été, ça aurait été chiant. Mais on est parti en escouade familiale. Et quand j'y repense, c'est très émouvant. Parce qu'aujourd'hui, quand je retourne au Festival d'Avignon, j'ai une maison, un lit évidemment, j'ai un salaire où je suis payé à chaque représentation, j'ai des gens que je paye pour flyer pour moi, j'ai producteurs, metteurs en scène qui checkent le bien-être, les costumes. La première fois qu'on est allé au Festival d'Avignon, c'était ma mère, mes sœurs, mon grand-père, mon avocat qui est le meilleur ami de ma mère. On est parti en famille. Et on flyait en famille. Il n'y avait pas de gens qu'on paye. On était nous. Et il fallait que cette salle soit remplie. C'était une question de vie ou de mort familiale. Et c'était la galère. On avait des toutes petites chambres, on avait une petite cuisine. Mais au final, avec le temps, tu te rends compte que les galères, c'est les meilleurs souvenirs. C'est c'est le plus beau festival d'Avignon que j'ai fait. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai chié. Mais c'est le plus émouvant, c'est le plus fort, quoi. On remplissait tous les jours, ce qui est miraculeux. C'était notre premier festival, j'étais personne. Et on avait une salle comble tous les jours. C'est là que j'ai été découvert par des producteurs au festival, qui m'ont signé ensuite, qui m'ont bougé dans une salle plus grande. C'est là enfin, tout a démarré sur ce festival d'Avignon. C'était le pari à faire, et ma mère a été là quand il fallait le faire. Ma mère aurait dit non, j'aurais pas été le faire. J'aurais pas pu. Puis d'ailleurs, la petite loge aussi, c'est ma mère qui le payait. C'était une salle de 12 places, mais ça reste un financement à mettre sur la table. Je faisais 2 spectateurs par soir, donc c'était à perte. On perdait de l'argent, mais ma mère mettait l'argent pour que ça se fasse. Je dois beaucoup à mes parents. Mon père s'est toujours fait plus discret, mais je sais qu'aujourd'hui, il a des regrets évidemment sur son temps de réaction, mais je sais qu'il est très fier et qu'il œuvre dans l'ombre. Et c'est agréable de se sentir soutenu, d'avoir une sorte de filet de secours. Et je sais que mes parents, ils sont là. C'est une bienveillance extrême. Oui, oui. Ce qui m'empêche d'éclater de joie, c'est que j'en ai vraiment chié pour avoir ça. J'ai dû batailler un peu pour que mes parents
un jour rejoignent l'équipe. Aujourd'hui, c'est les plus grands joueurs du terrain, hein. C'est ceux qui mettent tous les buts. Mais j'ai beaucoup galéré pour les faire rentrer dedans. Donc aujourd'hui, je suis plus que fier, plus que heureux de les avoir auprès de moi. Mais il y a quand même, je pense dans les deux camps, hein, chez eux comme chez moi, il y a des regrets, il y a des événements manqués, quoi. Mais voilà, bon, c'est un bon. J'espère que c'est un bon exemple pour les jeunes ou les enfants, Ou des parents. ouais, ou les parents qui ont des gamins qui ont des idées complètement saugrenues, pas qu'en théâtre d'ailleurs. Mais c'est de se dire, l'important c'est l'amour. L'important c'est l'amour que tu as à ton gamin ou à tes parents, c'est. Même s'ils sont durs, si tu sais qu'ils t'aiment, tu vas trouver un moyen de leur faire comprendre que s'ils t'aiment pour de vrai, c'est comme ça qu'il faut t'aimer. Euh, enfin, je sais pas, quand moi j'étais petit, je subissais du harcèlement scolaire et j'avais besoin d'aide. J'en ai parlé à mon père il m'a dit, t'es un homme, bats-toi, À l'ancienne, quoi. à l'ancienne. Et à l'époque, moi je subissais ça comme une grosse trahison, comme un manque paternel, alors qu'aujourd'hui, je comprends que mon père, c'était sa manière à lui de m'aider. D'une autre génération D'une autre aussi. génération, c'est avec les armes qu'il a lui, dans son mindset, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon gamin? Bats-toi, genre, allez, c'est comme ça qu'on fait. En fait, il n'a pas les outils pour faire autre chose. Et ça m'a permis de m'apaiser beaucoup sur plein de conflits que j'avais avec lui, de me dire, en fait, mon père, il m'a toujours aimé, il a toujours voulu le meilleur pour moi, c'est juste qu'il n'avait pas les codes. Ma mère, pareil, au lieu de... Aujourd'hui, je sais, par exemple, que j'ai un trouble autistique. À l'époque, ma mère, au lieu de m'amener voir faire un diag, euh, elle m'a amené chez des médecins qui font des pendules et des cailloux magiques pour les ondes et les vies parallèles. Et c'est une croyance comme une autre, je respecte. C'est juste, j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin qu'on dise que dans une autre vie, j'étais une petite indienne. J'avais besoin qu'on m'aide. Et j'ai eu beaucoup de colère durant mon adolescence. Je fuguais beaucoup de chez moi. Ce qui avait... Aujourd'hui, maintenant que je relis ça avec mon œil de jeune adulte, je me dis, ah, dans la sensibilité de ma mère, elle pensait m'aider. Parce que ça coûte cher, en fait, ces séances-là. Ça coûte de la thune, et puis il y avait beaucoup de trajets en voiture. Euh, et c'est en ça où je dis, c'est pas parce qu'il y a des erreurs, des maladresses, c'est pas parce qu'on ne se parle pas la même langue que forcément tout est à jeter. Dans tout ce merdier, il y avait énormément d'amour. Mon père et ma mère, ils m'aimaient, je les aimais aussi, et on a galéré, mais on a trouvé la fréquence pour se parler. Et quand t'es grand, la chance que t'as, c'est que tu peux dire, plutôt que de dire à l'aide, tu peux dire aidez-moi en faisant ça. Et souvent, les parents, c'est les premiers heureux de pouvoir agir sans forcément réfléchir. Si vous m'aimez, si j'ai besoin de ça, ok, on va trouver une solution pour amener ça. Paf. De mettre des mots sur quelque chose, Oui. finalement. Ce qui est devenu un peu ta spécialité, indirectement. Tu vois? Oui, longtemps le silence a pesé sur l'enfance, de trouver les mots de qu'est-ce que tu ressens, comment tu le partages aux autres. Et aujourd'hui, c'est effectivement devenu même un trait d'ADN de qui je suis. J'ai besoin que tout soit très clair dans les dialogues, dans les relations. J'aime pas les sous-entendus. Je les comprends, mais je les aime pas. Je veux que tout soit très clair. Ça arrive souvent que dans ma relation amoureuse, par exemple, elle me dise quelque chose et je dis attends, tu dis ça ou tu dis ça? Parce que je comprends pas. J'ai besoin. Si elle me dit je vais me coucher, ça a déjà arrivé que j'arrive et qu'elle est en train de surfer sur le lit et je dis attends, tu me dis que tu vas te coucher ou tu vas surfer? C'est très important pour moi les nuances. Et c'est pareil pour plein de choses. Je le déteste. Attends, tu le détestes ou t'apprécies pas ça? Enfin, et je me rends compte d'ailleurs que c'est en s'interrogeant sur tous les raccourcis de langage qu'on fait au quotidien qu'on évite bien des malentendus et des conflits. Euh, parce que moi j'ai une intelligence émotionnelle vachement vive. Vous savez que ça m'arrive souvent de parler en parabole et en hyperbole, de dire ah lui je le déteste, ah je l'adore. Et en fait, de t'obliger à... Attends, on va ranger les hyperboles pour la littérature, parce que c'est très joli quand c'est un bouquin, mais dans la vraie vie, est-ce que tu le détestes? Non, j'aime pas ça chez lui, sinon je le trouve fascinant là-dessus. Ok, je l'adore, je sais pas que je l'adore, c'est que j'aime beaucoup ce qu'il provoque en moi à cet endroit-là, et en fait tout ça ramène de la nuance, et je trouve que notre monde, là, aujourd'hui, il manque terriblement de nuance. On a une comment est-ce qu'on appelle ça? Une sorte de détestation, je sais pas le bon terme, mais... De rejet? Ouais, on a un rejet
vis-à-vis de la nuance. Comme si les gens qui faisaient preuve de nuance, c'était des gens qui n'avaient pas choisi leur chaise. Alors qu'à l'inverse, je trouve justement que de rester debout, c'est l'un des plus grands courages à faire. De continuellement rester dans la nuance, de ramener les choses là où elles sont. Beaucoup de gens aiment les choses binaires, noir, blanc, oui, Oui. non. Bah, ouais, j'ai l'impression effectivement que, mais c'est plein de facteurs et c'est compliqué à définir pourquoi, qui, comment, mais tous les avis sont terriblement polarisés aujourd'hui. Euh, les conversations ne sont plus des conversations, ce sont des débats. Genre, sur tous les médias qu'on voit, il n'y a plus de conversations de gens pas d'accord, ce sont des débats et à la fin, faut forcément qu'il y ait un gagnant et un mourant. Il faut forcément qu'il y ait un mec qui se trompait au début de l'émission, alors que la différence, pour moi, c'est plutôt une richesse. Enfin, pour moi, la différence, c'est une richesse, c'est pas un conflit. L'autre, c'est pas un ennemi à abattre, c'est plus une occasion d'éprouver mon avis et de l'enrichir de l'autre. Mais après, bon, là, mes amis se foutent de ma gueule quand je dis ça parce qu'on a déjà eu cette conversation. Là, mes potes, ils lèvent leur verre et ils disent ah, t'es un connard de philosophe de lumière. Et ils ont potentiellement raison. Je suis peut-être bien un connard de philosophe de lumière, mais toujours est-il que je pense qu'ils avaient raison. La conversation amène à l'élèvement intellectuel et la rencontre de l'autre aussi. Et euh, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas parce que le combat est infiniment important qu'il doit s'armer d'une manière infiniment violente. C'est Edgar Morin qui avait écrit ça et je trouve ça trop beau. Il a dit il faut se méfier de la ruse de la raison. Et c'est vrai, il faut se méfier de la ruse de la raison. Et, enfin, le concept de la ruse de la ruse de la raison, je crois que c'est Hegel, de mémoire. En gros, Hegel, il développait l'idée que si t'as raison, peu importe le moyen par lequel t'amènes ta raison, tant mieux. Genre, tout justifie le fait d'amener une vérité. Et Edgar Morin, il considérait que, justement, la raison se changeait en fonction du moyen qu'il amenait. Que, par exemple, si tu te bats pour la paix, en menant la guerre, bah t'as plus tout à fait raison en fait, la raison a disparu de ton combat. Et je suis assez d'accord avec Edgar Morin, pour moi le moyen importe presque autant que la finalité, et je préfère me battre toute ma vie avec des moyens que je juge justes, plutôt que de régler mon conflit par une grosse bombe atomique. Voilà. En parlant de rencontres avec le public, maintenant tu es quand même quelqu'un qui a une certaine notoriété, notamment sur les réseaux sociaux. Comment tu partages avec ton public, tes fans comment ça se passe? Euh, la, la, la chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai commencé très tôt et que ça a été plutôt ça a été plutôt laborieux. J'ai eu l'occasion de vivre pleinement chaque étape de notoriété. Après, il en reste encore plein, on n'est pas du tout Johnny Depp, hein, mais... euh, donc j'ai pu voir venir le truc un peu... comment dire? C'est pas vrai, enfin, je suis pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec moi. Euh, J'avais un rapport aux réseaux sociaux qui était très familial, puisque j'étais pas très très connu, j'avais assez d'abonnés que pour répondre aux messages. J'étais très proche des gens qui venaient me voir en spectacle, même la plupart venaient 2 3 fois, donc je les reconnaissais. Il y avait quelque chose de petit, de taille humaine, de charmant. Et grâce aux chroniques radio que j'ai faites il y a quelques années, du jour au lendemain, mes réseaux sont passés de 5000 à 300 000. Et en fait, 300 000, c'est pas du tout la même manière de gérer et les messages, et la notoriété, et les sorties. Et tout ça, j'ai dû l'apprendre sur le tard. Et ça a été assez bouleversant. J'ai pris un psy pour me suivre durant plusieurs mois parce que j'allais pas bien. On a beau le répéter qu'on veut la notoriété, qu'on veut que ça marche, qu'on veut être connu, on ne réalise pas du tout le poids que ça peut être sur une vie. Même si on nous avertit. Parce que j'ai des gens dans mon entourage qui étaient connus, qui m'ont dit tu vas voir, c'est pas ça qui rend heureux, ça amène d'autres problèmes. Et t'es là, ouais, en fait t'es juste un connard qui arrive pas à te satisfaire de ton bonheur, quoi. Et quand ça arrive, tu comprends tout ce que ça peut amener de sombre, de poids sur la vie de tous les jours. Là, moi, je continue de gérer mes réseaux de manière le plus authentique possible. J'ai des gens qui m'aident sur les messageries parce que j'y arrive plus.
J'ai longtemps essayé de le faire tout seul, mais au bout d'un moment, ça te bouffe. Parce que il n'y a pas que des gens bienveillants dans tes messages. Non seulement il y a des haters, mais il y a aussi des gens qui t'aiment, mais qui t'aiment mal. Et qui font peser sur toi cet amour-là. À titre d'exemple, durant les premières chroniques, il y a 4-5 ans, je recevais beaucoup de gens qui se scarifiaient mon nom. Ah ouais, c'est horrible ça. Ouais. Et quand t'es pas préparé, enfin, quand tu fais ce travail par empathie, parce que moi je fais mon travail parce que j'aime les gens, parce que je veux communiquer de l'amour, être là et on se serre les coudes. Bah forcément, en fait, c'est bouleversant d'avoir quelqu'un qui te dit j'ai besoin d'aide et qui se scarifie devant toi. T'as pas envie de voir ça. Et en même temps, tu peux pas rester silencieux à cet appel à l'aide, mais c'est pas ton travail. Donc au début, tu réponds. Quand c'est un ou deux, hey, ça va pas, courage, ça va le faire. Mais quand c'est 10 par jour, tu peux juste pas moralement les encaisser. Donc d'abord, ça t'atteint. Puis ensuite, tu peux plus répondre parce que tu passes ta vie à répondre à ça et tu te rends compte qu'il y a même presque une mécanique. Il n'y a plus aucun humain. Tu réponds juste prenez soin de vous et c'est horrible. Et puis surtout, une fois que le contact est installé, ces personnes qui vont pas bien, elles, elles bouffent de plus en plus. Enfin, Elle s'accroche. c'est des vortex. C'est des gens qui vont pas bien, quoi. Euh, Moi, je me rappelle vraiment, le truc qui m'a le plus marqué, c'était une meuf qui disait j'allais me suicider. Je vous ai entendu sur YouTube dans ma baignoire, j'allais me tailler les veines. Vous m'avez sauvé la vie. Je réponds pas parce que genre ma psy m'a dit qu'il valait mieux éviter de répondre. Et 2 heures plus tard, elle me répond ah, 3 petits points. Je pensais que vous étiez différent des autres. Il me reste plus qu'à disparaître. Donc je réponds ne faites pas ça. La vie vaut le coup. Il y a des phases sombres, c'est normal. Force à vous, je suis là, j'espère que mon travail vous portera. Elle me répond dans la minute, ah génial, vous revoilà. Je réponds plus, j'estime avoir fait mon travail. Elle me répond, bon, encore un silence, 3 petits points. Je comprends, 3 petits points. Et en fait, c'est un cercle où dès que tu arrêtes de répondre, bah en fait, elle te fait peser le poids de sa mort et c'est trop. Tu peux pas. Donc je ne sais pas à quel point tout ça, parce qu'il y en a eu énormément, je ne sais pas à quel point tout ça est un jeu un peu malsain ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se sont fait du mal et je préfère même pas y penser. Mais puis pareil, il y a d'autres gens. On arrive dans un sujet, hein, mais il y a des gens qui s'inventent des histoires d'amour avec toi aussi. Des érotomanes, c'est ça qu'on appelle. Ça m'est arrivé à la fin des spectacles qu'il y a des meufs qui me caressent les mains et qui me disent j'ai hâte que tu rentres à la maison. De quelle maison on parle? Bonjour, comment vous appelez? De quelle maison on parle, Maros? Je crois qu'on s'est égaré de conversation. Ouais, il y a des meufs, il y a une meuf en particulier qui m'écrivait sur Instagram tous les jours ta peau me manque, ton odeur me manque. Waouh! Donc au bout d'un moment, je lui ai demandé d'arrêter de venir au spectacle, très poliment, sur les conseils pareils de ma psy. Et elle m'a répondu ta carrière de petite merde est finie, je vais te détruire, tu comprends, je vais te détruire. Et tu te rends compte que les gens sont vraiment très instables. C'est très instable. Dans un contexte plus normalisé, pareil, c'est quelque chose à appréhender, mais à partir d'un certain degré de succès, d'un certain nombre de salles, en fait, les gens, ils te considèrent plus comme un individu, ils te considèrent comme un lieu public, où soit ils viennent donner leur avis, soit ils viennent prendre un souvenir. T'as une pancarte, et énormément de gens me touchent le cul pendant les photos, énormément de gens se permettent des bisous, des trucs, et en fait, c'est très invasif. Les mains au cul pendant les photos, enfin, tu vois, moi, je m'en fous, tu sais, elle a bu sa bière, elle est contente parce qu'elle fait rire ses copines, c'est pas grave, tu vois, c'est le jeu. Mais l'air de rien, quand tu rentres chez toi, t'as l'impression d'avoir été vampirisé, d'avoir été une sorte de place publique avec les traces de semelles, là, tu vois. Et je pense que ça fait partie du prix de notre métier, et c'est pour ça que je m'en plains pas. Je suis pas là pour dire, ah, c'est pas grave. Ça fait partie du taf, en fait, forcément, quand tu t'exposes, quand tu deviens un symbole, bah, tu dois assumer toutes les parties du symbole. C'est trop bien parce qu'on t'offre des trucs tout le temps, on te donne de l'amour tout le temps, quand tu marches dans la rue, on vient, on te file des trucs, c'est trop bien. Le contrepoids, c'est que forcément, bah, y a des gens, ils s'autorisent un peu tout et n'importe quoi. On s'est un peu égaré, hein, je suis désolé. Ah, mais des égarements comme ça, on en veut bien tous les jours parce que c'est d'une force de propos. Non, merci Félix. Mais justement, c'était tellement garé dans le propos que moi-même, je ne trouve plus mes questions, que j'essaie de me raccrocher un petit peu.
On pourrait faire un peu maintenant tes tops et tes flops, tes plus grands moments, tes moments de grâce et au contraire tes plus terribles moments. Euh... Je sais pas. Alors moi, j'estime pas avoir eu de moment de grâce. Pas encore? Pas encore. Je le recherche, hein, j'espère, mais j'estime pas avoir eu de franche réussite. Enfin, Tu as 28 ans, tu as quand même écrit plusieurs livres, fait un spectacle qui a été joué des centaines de fois dans oui, plusieurs pays. Tu es maintenant, je pense qu'on peut dire, tu te rapproches du monde de la musique, oui. du cinéma. C'est pas mal quand même. Oui, mais c'est le résultat d'énormément de défaites. Enfin, pour moi, un moment de grâce, c'est. T'as pas fait tant d'efforts que ça, tu fais quelque chose et d'un coup, le ciel il s'ouvre en deux, il y a un trône en or qui t'attend. Ça a jamais vraiment été le cas pour le moment. Tout ce que j'estime avoir réussi, c'est des choses qui sont le résultat d'une centaine de milliers de défaites. Pareil, je sais pas, le seul en scène, par exemple, bah, il a tourné pendant 10 ans, mais et il a C'est connu. énorme. Oui. Et effectivement, à la fin, quand on fait théâtre de Namur, salle comble, pour faire une captation Canal+, on peut se dire, waouh, ça, c'est une vraie réussite. Mais au final, moi, je vois juste les 10 ans où j'ai fait les scènes de rue, où on me payait pas, où j'ai galéré, où je faisais des kilomètres avec mon grand-père en voiture, puis les salles vides. Enfin, en fait, j'ai tellement vécu chaque étape qu'une fois arrivé, c'est pas un coup de grâce, en fait, c'est juste une suite logique d'événements qui amène à ce truc où t'es bien, où t'es heureux. C'est comme une sorte de montagne. Ouais, vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, l'accomplissement, c'est comme s'il fallait gravir une montagne, et l'état de grâce, c'est comme si sans t'en rendre compte, t'étais au sommet du Mont Blanc. Alors que moi, vraiment, genre, j'en ai chié pendant tout le trajet. Je suis tout en haut, je suis là, putain, mais c'est une réussite en soi, parce que quelque part, c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent pas la sortie du truc et qui continuent de galérer. C'est vrai, t'as raison, c'est odieux de ma part en vrai. C'est odieux de ma part. Je retire ma réponse, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec moi. Mes réussites, effectivement, c'est que le seul en scène a pu exister, qu'il a pu toucher des gens. J'ai vécu plein d'excellents et d'incroyables moments avec ce spectacle. Ça, c'est une grande réussite. La pièce aussi, on partait de rien. On m'a dit que c'était impossible. On m'a dit que ça se montrait pas, que ça serait jamais publié. Ça a été édité chez Fayard. Ça a été une des meilleures ventes. Ça s'est monté. Ça a été complet. Ça, c'est une réussite. En fait, mes principales réussites, ça a été d'avoir une idée, qu'on me répète pendant plusieurs années que c'est impossible et que je suis complètement à côté de la plaque, et qu'au final, ce soit, toute proportion gardée, un succès. C'est ton moteur en fait. Il suffit de te dire que c'est impossible pour que tu aies envie de le faire. Non, même pas, parce que je vous avoue que c'est ça qui, moi, m'a fait arrêter le théâtre, là, pour le moment. C'est que j'en ai marre d'avoir à convaincre, et que je suis fatigué de tirer sur le collier. Enfin, c'est amusant, enfin, je comprends, hein. Mais quelquefois, on a envie aussi que les portes s'ouvrent. C'est fatigant de devoir convaincre. Et même à ton stade, c'est encore un problème. Oui, plus que jamais, oui. Tu l'attribuerais à quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est difficile de faire de l'argent et que les gens qui en ont, ils ont pas envie de le perdre inutilement. Que donc ils se rangent derrière des données rassurantes que peuvent être le nombre d'abonnés, le succès, le CV. Et au lieu de se fier bêtement à l'instinct, à l'idée, ils se fient davantage ouais, à des choses idiotes. Bankable. Oui, et c'est pas si idiot que ça, parce que effectivement sur le papier, t'as envie de dire si le gars est suivi par 500K, ça se vendra mieux que par le gars qui est suivi par 500, mais je pense que c'est une fière erreur, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont très suivis qui n'ont aucune idée, et il y a des gens qui sont pas suivis qui ont des idées en or. Mais je comprends. Enfin, là aujourd'hui, j'essaie de gagner ma vie, genre j'ai mon intermittence, je gagne pas énormément, mais je sais le poids de l'argent, quoi. Je perçois très bien qu'une fois que tu as réussi à tirer ton épingle du jeu, que tu as un peu d'économie, même si tu te nommes producteur, t'as pas envie d'aller la perdre comme un con en mettant sur la machine où il y a... Je comprends. Donc j'attribuerais à ça, j'attribuerais juste à une sorte de peur de l'échec. Du coup,
tu t'appuies sur des données qui te semblent concrètes, alors qu'en fait, c'est que du vent. Il n'y a pas de raison au succès. Il n'y a aucune loi sur le succès. Il y a des gens, ils popent de nulle part, ils ont une bonne idée, ils l'ont fait tout seuls, et puis bam, d'un coup, ça devient la règle. Tu regardes Stromae, qui faisait ses tutos dans sa chambre. Aujourd'hui, c'est Stromae, quoi. C'est une des plus grandes fiertés de notre putain de pays, même de la francophonie tout court. C'est pareil, je sais pas, je prends Angèle, pareil, je prends les gens bankable, mais Angèle, je me rappelle de cette reprise qu'elle faisait sur scène, elle était toute jeune, elle a fait les premières parties d'un grand artiste, elle se faisait huer. Enfin, il y a un délire où... C'est Orelsan qui a dit ça, tu suis la mode, on fait la mode. Et les producteurs ont tendance à suivre la mode. Ah, ça a marché, on va le faire. On va le faire. Au lieu de faire la mode. Ça va marcher. On va le faire. Une grosse diff. Si je suis prod un jour, j'espère avoir suffisamment de Cyrano de Bergerac en moi là pour faire confiance. Mais il y en a, hein, j'en connais aujourd'hui. Des producteurs qui sont fous. Ils durent pas longtemps. Ils durent moins longtemps que les autres. Mais putain, leur parcours, c'est des feux d'artifice. Ils sont là, pouf, oh, ils montent des trucs, t'es là, bon. Ça se monte, ça. C'est ouf. J'en connais un qui a monté une pièce avec 12 comédiens. T'es là, ouah, 12 comédiens, t'es fou. C'est trop beau. C'est peut-être leur travail qu'on retiendra plus tard et qui deviendront des classiques. Je pense. Et en parlant de ça, ça nous amène à une autre question. Est-ce que tu aimes l'époque? Est-ce que tu aurais une machine à voyager dans le temps, tu resterais dans l'époque actuelle ou tu voyagerais? J'aime pas spécialement mon époque et je l'aime aussi. Elle a son lot comme toutes les autres, je pense. Je suis pas trop de l'école, c'était mieux avant. Je me méfie beaucoup de ce biais cognitif. J'ai comme l'impression qu'on est très bien là où on est. On a quand même vachement accès aux soins médicaux, à la culture. On a accès aux autres par internet, donc on est très bien lotis. Il y a des choses qui me terrifient évidemment, mais en même temps, je me dis, si toutes les personnes qui se sentent pas bien dans une époque se cassent, il restera plus que des gens pour twerker en 2024, quoi. Donc je trouve ça même plutôt bien que les gens qui se sentent pas bien dans cette génération, elles soient là, parce que c'est grâce à eux qu'elle est tenable, en fait, cette génération. Si, c'est ce que j'avais écrit dans une chronique, mais si t'es à l'étroit dans le monde, c'est que t'es là pour le changer. Et c'est grâce à toutes les personnes qui sont pas bien dans leur vie qu'on a un quotidien lumineux, coloré. Je sais pas, là je pense à Zao de Sagazan, qui chante « Il fait toujours beau au-dessus des nuages ». Pareil, elle a l'air d'une bizarrerie sublime, et je suis pas sûr qu'elle se sente super bien dans cette génération. Bah, grâce à elle, il y a plein de gens qui se reconnaissent. Je pense à Oshi. Oshi qui, pareil, a l'air sur un îlot qu'est sa personnalité. Elle a l'air hors temps. Et grâce à elle, il y a tellement de gens qui se sentent compris et qui avancent. Donc, justement, en fait, je partirai pas de ma génération. Si j'ai des choses à redire, vaut mieux que je les dise ici. Pour en revenir sur ton travail, ta méthode de travail, comment tu écris, comment tu t'y prends, pratiquement? C'est quoi une journée de Félix Radu? Bah, ça dépend. Il y a la manière Félix Radu libre, où j'ai un rapport à l'écriture qui est très spontané. J'écris quand j'ai des bonnes idées, ça me vient, un peu poète oisif. Je regarde par la fenêtre et je gratte quand j'ai des idées. J'aime bien faire les choses quand elles me viennent. J'aime bien me laisser porter par les envies. Je regarde pas quel jour on est. Tu es intuitif en fait. Oui, j'aime bien ça. Enfin, j'aime vraiment bien l'idée de me lever le matin sans savoir vraiment qu'est-ce que je vais faire. Oh, j'ai envie de dessiner, bah, je gratte, je dessine. Ah tiens, j'ai une bonne idée d'écriture, je me mets à écrire. En plus, je regarde pas les heures, je regarde pas les jours. J'ai tendance à faire de l'hyperfocalisation, donc ça m'arrive très souvent le matin, vers 8h du mat, me dire ah, j'ai une bonne idée de texte et je me mets à gratter. Puis je regarde l'heure, il est 23h, j'ai rien mangé de la journée, j'ai pas été faire une seule fois pipi. Et j'ai écrit 12 pages. Je sais pas à quoi elles vont me servir, mais bon, c'est écrit. Ça, c'est ma méthode intuitive. Mais le monde, il autorise pas ça. Le monde dans lequel on est, il autorise pas l'intuitivité à ce point. Enfin, pas à mon stade, en tout cas. Il y a beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à faire. Donc, ma vie, elle ressemble davantage à recevoir des commandes et à essayer de tenir les délais.
Quand ça a été les chroniques à la radio, par exemple, j'ai un peu honte, mais la plupart, je les écrivais le jour même ou la veille au soir, souvent. Elles étaient à 8h, à 8h20 du mat. Je prenais le Thalys la veille, genre à 19h, et j'écrivais dans mon Thalys. Je terminais mon texte vers 2h du mat. Je le lisais à ma petite sœur en la réveillant. Et si elle faisait c'est bien, j'allais le faire. C'est pour ça que j'avais un peu honte. J'étais pas très, très fier de moi quand les gens ils disaient oh, j'adore les chroniques, c'est par ça que je t'ai connu. J'étais, Tu te sentais un peu comme un imposteur, en ouais, fait. ouais, plus qu'un imposteur, je me sentais comme une fraude, ouais. Au tout début des chroniques, oui. Alors que Parce c'est que, peut-être juste du génie de faire ça en autant si peu de temps. ouais, bah, je sais pas, en tout cas, ça a autorisé une écriture intuitive, enfin une écriture spontanée. Ça a amené des idées complètement loufoques et je me posais pas plus la question parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enjeu. J'étais suivi par personne. À l'époque des chroniques, je devais juste remplacer un chroniqueur star pour 3 papiers. Donc je m'étais dit, en fait, j'ai aucun enjeu. Je vais m'amuser, quoi. On me laisse une carte blanche. Je vais faire des trucs marrants, je vais me faire rire. Et puis c'est quand ça a commencé à prendre de l'ampleur et que les gens commençaient à me suivre, à attendre les prochaines chroniques. J'ai réalisé que mon jeu était plus un jeu, ça devenait un travail, même plus qu'un travail, ça devenait... C'était plus un jeu, c'était un enjeu. Une mutation. Oui. Enfin, c'est devenu un jeu dangereux, quoi. Parce que si je me plantais, les gens ils m'attendaient au tournant. Et ça va pas louper d'ailleurs, parce qu'on peut pas tout le temps être génial, mais... Donc pour répondre à la question, donc ouais, moi il y a manière spontanée d'écrire, et puis sinon c'est des commandes où mon quotidien il ressemble davantage à ça en vérité, hein. C'est plus, je m'adapte un peu en fonction des besoins, des envies, et j'ai appris à écrire même sans l'envie. Euh, je me rappelle par exemple, je rêvais de faire un contenu pour France Télévisions, qui aurait été une sorte de série fun et un peu éducative. Enfin j'imaginais ça un peu comme un bref, ou comme un bloqué d'Orelsan, mais avec des refs littéraires pour que la culture soit un peu fun. Bon, bah, de compromis en compromis, ça s'est transformé en un tout autre format, donc j'ai pas écrit ce que je voulais écrire, j'ai écrit ce que France Télé voulait que j'écrive. Pareil, j'ai demandé des horaires et des plages horaires de travail pour pouvoir avoir le temps de lire, me renseigner, qu'on m'a pas donné, parce que ça coûte cher de payer un auteur, ça coûte cher de payer les jours de tournage. Donc je me suis retrouvé à faire une quarantaine d'épisodes, et j'avais pratiquement... je tournais à un épisode par jour. Donc ce que je faisais, c'est que je lisais le matin, le livre en lecture rapide. Enfin, je lisais une page sur deux, une page sur trois. Je bouffais le livre. J'avais un cours de français sur le livre et sur l'auteur par un prof. Ensuite, j'écrivais mon texte et je passais la soirée à corriger le texte de la veille. Et le lendemain, je rebelote, je lisais, j'écrivais, cours. Enfin, c'était Mécanique. un tunnel. Genre, c'était un tunnel. J'en garde pas un bon souvenir. Mais, enfin, pour, tout ça pour dire, on fait pas toujours ce qu'on veut en tant qu'auteur. On n'est pas tout du tout comme le rêve qu'on pourrait avoir du gars qui se lève avec son idée, avec son petite tasse de café. Souvent, la réalité du métier, c'est qu'il faut manger, il faut écrire, et puis surtout, il y a des collaborations qui créent des relations auxquelles tu peux pas... Enfin, c'est le rêve de pouvoir avoir comme interlocuteur France Télé. Donc si France Télé te dit on va faire ça, tu fais grave, on va faire ça, de ouf. Puis tu fais ça et t'espères qu'à la fin de ça, ils aient confiance pour t'autoriser à un truc qui te ressemble plus. Et c'est que ça en fait la vie, c'est des... J'accepte des choses très loin de moi, en échange de quoi peut-être un jour on pourra faire un truc qui va là-bas, peut-être un jour on pourra faire ça. Et il y a tellement de combats à mener qui sont pas toujours rendus. Par exemple, France Télé, ça a mené à rien après. C'est pas grave, peut-être ça mènera un autre jour. Voilà, quoi, ça ressemble à ma vie. Je m'adapte à la porte d'entrée. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est ça, hein. Tu veux aller là-bas, comment est-ce qu'on va là-bas? Il y a des gens, ils se disent, moi, j'avance pas tant qu'il n'y a pas la porte qui m'amène là-bas. Moi, je suis plutôt de l'école de, ok, on va aller là-bas, on va prendre cette porte-là qui va nous mener là-bas, puis après on va prendre cette porte-là qui va nous mener là-bas. Là, il faudra un petit peu serrer les dents, mais on va aller là-bas, et un jour, on sera là-bas. Ce qui est chiant, c'est que t'as tellement chié pour arriver là-bas que quand t'y es, t'as presque plus de plaisir, mais... J'ai un peu l'impression que c'est le jeu de la vie. C'est un peu pessimiste, ça, mais... J'ai la sensation que quand tu rêves d'un truc, tu peux trimer pour l'avoir, mais la vie, elle te fait tellement trimer que quand tu l'as, t'en as plus envie.
C'est triste, c'est très pessimiste. Est-ce que ça ne serait pas Schopenhauer? C'est clair. Il doit y avoir un peu de Schopenhauer Chez Félix Radu. chez Félix Radu. Étonnamment, parce que beaucoup de gens me prennent pour... via les chroniques, comme je faisais un exercice en soi, qui était plutôt heureux, joyeux, enfin, j'estimais que le matin, il fallait mettre un peu de douceur dans le... Donc c'était un exercice. Il y a beaucoup de gens qui se sont limités à ça et qui pensent du coup que je suis une sorte de bisounours et tout. Putain, s'ils savaient les conversations qu'on se tapait avec mes potes le soir, la vie c'est dur, ouais. Mais c'est ça aussi que je fais, c'est la dualité. Justement, toujours en parlant de dualité, tu pratiques autant l'humour que, on va dire, la littérature, on va dire au sens un peu plus classique du terme. Est-ce que tu as un pan que tu préfères ou alors tout est compatible? Il y a des humoristes, il y a des littéraires. Toi, tu fais un peu des deux, mais pas forcément au même moment et pas forcément dans le même médium. Oui. Bon, je sais pas s'il y a des frontières fixes sur ces corps de métier. Je pense qu'il y a des humoristes qui sont très littéraires, d'autres pas. Euh, mais je pense pas que la littérature ou le classicisme soit dépourvu d'humour. Au contraire, c'est marrant parce que c'est une idée globale, mais quand tu regardes Shakespeare, la plupart de ses pièces sont bourrées de traits d'humour. Je sais pas, je pense dans Richard III, il y a Les Assassins. Richard III, c'est une pièce terrible, hein. Un gars qui fait assassiner un gars, qui récupère sa femme. Et dedans, t'as une scène avec des assassins qui sont là pour tuer. Ils savent pas quoi faire, ils sont perdus. Et c'est trop drôle. Euh, on attribue souvent cette phrase à Victor Hugo, je la dis tout le temps, mais elle est fondamentale. Pour moi, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et en ce sens, en fait, le désespoir peut pas être dénué d'humour, parce que forcément, ce sont les gens les plus désespérés, les plus drôles. Euh, Moi, ma petite sœur, par exemple, Zoé, elle a subi de violents problèmes de santé qui l'ont amené beaucoup à l'hôpital. Elle en a vu vraiment des sévères, des vrais sévères, et c'est la meuf la plus drôle que je connaisse, même sur ce terrain-là, particulièrement. On a tendance à beaucoup vouloir préserver des gens qui traversent des choses, alors que quand t'es dedans, c'est souvent les gens qui sont les plus à même d'en rire. On s'offusque davantage des choses qu'on connaît mal. Euh, Donc pour moi, vraiment, l'humour, c'est indissociable du désespoir, et il n'y a rien de plus chiant qu'une tragédie où on rit pas. Il n'y a rien de plus chiant qu'une comédie où on pleure pas. Euh, tout le poids des larmes, il se... tout le poids des larmes, il se puise dans le sourire qu'il y a derrière. Il y a rien qui m'émeut plus que ça, moi. Quelqu'un qui fond en larmes en riant. Au cinéma, moi, ça me casse en deux. Pareil, quelqu'un qui est censé avoir tout perdu et qui se met à avoir un fou rire, comment c'est déchirant. C'est presque la définition du Joker, hein, qu'on a eu avec... euh, je me rappelle plus le nom du réalisateur. Mais c'est la définition du Joker, ce truc où t'as tout pour pleurer, tu te mets à avoir un fou rire. Voilà, en ce sens, il y a des humoristes qui sont sinistres dans la vraie vie. Il paraît. J'en connais qui sont sinistres. Il y en a qui sont très torturés, qui ont des vrais démons et des gens très sensibles. J'ai un exemple très concret, mais Laura Lone, c'est la femme la plus charmante que je connaisse sur Terre. Elle est d'une douceur et d'une sensibilité infinie. Et quand tu la regardes sur scène, elle casse des bulldozers à gros coups de camion pompier, quoi. C'est parce que c'est de l'humour. Mais c'est presque un masque aussi, parce que toi, quand tu es sur scène ici, tu es très posé, on a une discussion assez profonde, nous deux ensemble. Mais quand tu es sur scène, c'est un mélange entre Jim Carrey, Charlie Chaplin. Tu as plein de masques comme ça que tu utilises, même à outrance, et c'est ça qui fait tes personnages, tes facettes. Oui, bah ce sont des masques, mais à vrai dire, je pense que tous les jours on change de masque plusieurs fois par heure. Euh, on est multiples, tous les individus sont multiples, on n'est pas une seule couleur, et heureusement, même si on pourrait avoir envie de nous limiter, d'a- on pourrait avoir envie de comprendre quelqu'un, de dire ok c'est bon, toi je t'ai compris, t'es ça. Alors qu'en fait les gens sont infiniment variés, enfin, il y a des jours où tu seras drôle, des jours où tu seras triste, et c'est ok. Il y a des jours où je suis plus romantique, d'autres où je suis plus, je sais pas, fainéant. Il y en a où je suis plus studieux, d'autres où je suis plus bordélique.
Oui, clairement, sur scène, j'incarne un personnage, enfin j'incarne ce que j'estime être le... Comment dire? J'ai pas l'impression de mentir, je suis pas quelqu'un d'autre sur le plateau, mais je suis moi dans la meilleure version possible pour transmettre ce que je veux transmettre. Et dans le spectacle, je voulais absolument pas que les gens se fassent chier. Dans le spectacle, dans le seul en scène, je voulais absolument que les gens passent un bon moment. Je savais que mon texte était très littéraire, qu'il y avait moyen de vite se plomber, et il fallait contrebalancer ça par une énergie excessive, des mimiques, des blagues un peu plus potaches. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Il faut juste équilibrer le texte et l'interaction. Là, étant donné qu'on est dans une thématique qui est quand même peut-être plus compréhensible, j'ai moins besoin de contrebalancer par des grimaces. J'espère. Mais c'est juste, ouais, je pense que c'est juste une question de transmission. Qu'est-ce que tu veux transmettre et comment tu le transmets? Là, je pense que si je commence à faire le zouave, on va moins bien comprendre ce que je veux transmettre devant la caméra. On va rester posé sur la chaise. En parlant de poser, tu voulais nous dire quelques mots par rapport à la peinture qui se trouve derrière toi. Oui, on en a parlé tout à l'heure. En gros, quand je suis arrivé à l'IATA, donc j'étais en architecture, en art plastique et en théâtre, et j'ai rencontré du coup plein de jeunes artistes qui avaient 15-16 ans, 16-17. Et à l'époque, du coup, ça, c'est pas un tableau, c'est une farde. C'est un classeur, comme disent les Français. Un classeur où on range des dessins. Et en fait, un jeune homme que je fréquentais qui s'appelait Andy avait peint ça sur sa farde. Il avait peint ça et j'avais trouvé ça fou. Et je lui avais dit, gros, t'es vraiment en train de peindre une œuvre d'art sur ton classeur que tu jettes sur le sol pour aller faire des foot. Et il m'a regardé et il m'a dit, ça, c'est pas de l'art, j'ai juste fait ça parce que je m'ennuyais. Je dis, tu t'ennuyais, gros? Moi, quand je m'ennuie, je fais d'autres trucs. Et je lui ai dit très sérieusement, si un jour t'accepterais de me peindre quelque chose, je serais vraiment très très honoré. Et il a juste déchiré sa farde, il a fait chut, et il m'a donné ça, et il m'a dit tiens, bah, prends-le, je m'en fous. Ça fait 12 ans que je le garde, parce que pour moi en fait ça reste très très bien peint. Et je suis pas sûr que Andy continue de peindre aujourd'hui, parce que la vie fait de nous d'autres gens. C'est triste, pareil, j'ai à côté là-bas, j'ai plein d'œuvres d'art de gars que j'ai aimés. Là, c'était un de mes meilleurs amis à l'école à l'IATA, qui s'appelait Alexandre, qui était un peintre que j'estime formidable. Je lui avais fait une commande, je lui avais dit mec, ça me plairait que tu me peignes un Jacques Brel. Il m'a peint Jacques Brel, donc il me l'a offert. Hein. On avait 16-17 ans, c'est fou quoi. Enfin, pour moi, là, quand je suis rentré chez moi avec cette peinture, j'étais bouleversé. J'étais, mais mon Dieu, genre, je suis pote avec Léonard de Vinci. Je suis tellement jaloux, tellement impressionné. Et ce qui est triste, c'est que je pense qu'Alexandre, il peint... Oula. Ce qui est triste, c'est que je pense qu'Alexandre, il peint plus aujourd'hui. Il a arrêté de peindre et je sais qu'il a été, par exemple, il bossait dans un supermarché. Évidemment, la vie n'est pas terminée. Il a toute la vie devant lui pour épater sa génération, mais il a voulu rentrer en école d'art et on lui a dit non. Ils sont fous, les gars. Et là où tu vois, c'est ce qui est taré, c'est ça, c'est taré. C'est tu te dis, le mec, il peint ça, l'autre gars, il peint ça. Et il y a des gens sur leur chemin qui sont capables de casser leur rêve en leur disant non, ça fera pas, faites autre chose. Pour moi, c'est terrible. Donc, je trouve, c'est encore une fois, c'est une belle leçon de se dire, faut s'y accrocher, quoi. Faut s'accrocher si t'as... Faut pas dévier de sa route. Parce que je pense qu'à 17 ans, j'avais moins de talent pour la littérature que ces garçons avaient pour la peinture. En toute sincérité. Je pense que j'écrivais vachement moins bien que Peignet. Mais j'ai juste continué de trimer et de me dire que les défaites, ça faisait partie du parcours et du chemin. Et les artistes qu'on aime aujourd'hui, je pense qu'ils m'insulteraient pas si je le dis, mais les artistes qu'on aime aujourd'hui, c'est moins les plus talentueux que les plus tenaces. Je pense. Ça serait ton conseil à quelqu'un qui voudrait commencer une activité, une création quelconque? Oui, bah,
C'est toujours compliqué parce que chaque parcours est personnel et on sait jamais vraiment qu'est-ce que nous prépare la vie. Et peut-être qu'on passera notre vie à passer à côté de notre chance. Je peux pas tenir le discours de si tu y crois suffisamment fort, ça va marcher. Par contre, euh, l'important est moins l'arrivée que le chemin et l'expérience de passer ta vie à faire ce que t'aimes. My God. Et tu peux rester anonyme toute ta vie. T'auras vécu une bien plus jolie vie qu'en étant dans un supermarché, à avoir abandonné ton truc pour faire ton loyer. Enfin, avec tout le respect que je dois à tous les métiers plus conventionnels, hein, vraiment. Mais si t'as une passion quelconque, on fait pas ça parce qu'on veut être connu. On fait ça parce qu'on veut faire ce qu'on aime. Et ça, en fait, personne peut te le retirer, même si tu fais 0 personne dans ton public. Vraiment. Et puis, en plus, il faut savoir définir il faut savoir définir ce qu'on attend du succès. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le succès? Est-ce que ça veut dire un succès médiatique? Est-ce que ça veut dire un succès public? Est-ce que ça veut dire un succès familial? Qu'est-ce que c'est le succès? Il y a des gens, par exemple, qui font le métier que je fais, qui sont auteurs, qui sont comédiens, et qui sont très peu connus du grand public, mais qui vivent très bien. Ils gagnent très bien leur vie, ils écrivent pour plein de gars, euh, ils ont un très bel appart, une jolie famille, et ils sont très heureux, ils sont très épanouis parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Et ça, c'est un succès en soi, mais c'est pas Joël Dicker, quoi. Et c'est pour ça, genre, il y a moyen de faire nos métiers sans pour autant vouloir devenir Kenji Girac. Il y a moyen de faire notre métier et de très bien en vivre. Si c'est juste manger, tu trouveras. Il y a largement la place pour manger. Moi, le conseil que je donnerais, c'est ça. C'est si tu as vraiment la conviction personnelle que tu veux faire ça, fais-le. Parce que ta vie, tu vas le regretter sinon. Tu vas le regretter. Et on s'en fout de l'arrivée. Si à 70 ans, t'as rien fait, si rien s'est concrétisé, si t'as l'impression de ne pas avoir rencontré ton public et tout, on s'en fout. My God, le chemin que t'auras parcouru, les rencontres que t'auras faites, les choses que t'auras écrites, les choses que t'auras... C'est ça l'important. Tu peux te la jouer peintre, tu peux te la jouer Van Gogh, tu seras connu plus tard. Coupe-toi pas l'oreille, mais... ouais. Les grands artistes sont moins les talentueux, plus les tenaces. Je pense. Enfin, il faut les deux, bien sûr, il faut du talent. Comme disait Brel, le talent, c'est d'avoir une idée. Donc si t'as des idées, ce serait quand même con de les gâcher. Après, l'important c'est d'être heureux, il faut savoir s'écouter. Hein. Je pense que c'est vraiment le seul conseil qu'on peut donner sans prendre trop de risques, là, en vérité. C'est ça, hein, c'est fais ce qui te rend heureux. D'ailleurs, pareil, c'est encore un truc intéressant, mais on a tendance à confondre, je pense, hein, aujourd'hui on a tendance à confondre le bonheur et le plaisir. Et on a tendance à nous abreuver de plaisir continu au détriment du bonheur. Le bonheur, ce sont des décisions qui, peut-être dans un premier temps, ne sont pas spécialement agréables, mais elles veillent à un bien-être plus global, plus long sur le temps. Le plaisir, c'est quelque chose d'immédiat, mais qui amène pas spécialement de choses positives sur le long terme. Par exemple, défoncer un gâteau au chocolat, c'est un gros kiff, c'est un gros plaisir. Aller à la salle de sport 2 fois semaine, c'est un bonheur. Des fois, j'ai la flemme d'aller courir, mais le fait de m'y tenir, ça crée en moi une hygiène de vie, un bien-être dans mon corps, dans ma manière de monter mes marches d'escalier, de faire mon métier, et c'est un kiff. Et je pense qu'on devrait davantage se recentrer sur le bonheur que sur le plaisir. Et vraiment, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de fois dans la vie où, quand quelque chose arrive, tu te dis, attends une minute, est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que c'est un bonheur, là, ce qui arrive? Pareil dans les relations amoureuses, quand elles sont plus ou moins finies ou plus ou moins malsaines, et que tu restes avec la personne, parce que... Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que tu restes là parce que, au jour le jour, tu as besoin de cette personne? Ou est-ce que c'est un bonheur? Est-ce que sur le long terme, ça te rend heureux? Et il y a plein de... Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, d'être dans une relation, de me dire, en fait, je suis plus heureux. Je suis plus heureux dedans. Mais je reste. Pourquoi je reste? Parce que je suis attaché à elle. Mais ça, c'est un plaisir. J'ai besoin au quotidien d'avoir des... Mais sur le long terme, il vaut mieux partir. Quand on arrive à se recentrer sur son bonheur, on est plus heureux. Donc voilà, c'est le seul conseil qu'on peut donner pour les gens qui veulent démarrer, c'est veiller à votre bonheur.
Eh bien, sur ce conseil, il me reste à te poser la dernière question d'interview. Qui tu voudrais voir à ta place dans Raconte? Qui Se je voudrais- raconter. De qui je voudrais voir à ma place dans Raconter? Je voudrais voir plein d'artistes. Je voudrais voir Baptiste Ventadour, qui a plein de choses à raconter, qui a 1000 anecdotes. J'ai le droit de dire Baptiste Ventadour? Baptiste sûr. Ventadour. J'ai envie de dire qui? Euh, Bah, c'est compliqué. Ouais, je dirais Baptiste Ventadour, Hélène Sio, Sarah Denis, Paul Lautonne, Lucas Clavel, Adrien, On va prendre des numéros après. je connais tous les artistes. Tous les artistes. Ouais, non, mais enfin, pour la beauté du geste, Baptiste Ventadour. C'est le titre d'une de ses chansons. Eh bien, c'est noté. J'ai son numéro, je peux te le filer. Merci. Et il me reste à te remercier alors d'avoir participé à cet épisode de Raconte. Merci à vous, Fix, c'était Fabien. très amusant. J'ai beaucoup parlé. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.